Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, membres du jury, collègues et invités distingués, c'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous présenter les résultats de mon travail de recherche de doctorat. Cette présentation mettra en lumière l'essentiel de notre parcours dans ces dernières années en se concentrant sur la démarche suivie et les justifications de nos choix méthodologiques et conceptuels. Notre thèse de doctorat est intitulée Révocation des nœuds et des données hostiles dans les réseaux FANET. Nous avons pris comme un cas d'étude le GPS spoofing ou bien l'usurpation d'identité d'un signal GPS. Avant de commencer, il faut présenter ce qu'est le GPS spoofing. Donc c'est une technique malveillante dans laquelle un individu ou un dispositif tente de tromper un récepteur GPS en lui transmettant des signaux falsifiés afin de perturber, tromper ou saboter la navigation GPS, ce qui entraîne bien sûr des conséquences potentiellement graves telles que des erreurs de navigation, des accidents, etc. Aussi, il faut présenter les motivations pour lesquelles nous avons choisi un tel domaine. Pour cela, il faut présenter les applications FANET qui sont vraiment sensibles par la localisation précise. On commence par les missions militaires. Une usurpation du signal GPS permettra de mettre le drone en danger et risque d'être volé par des terroristes utilisés par la suite comme une arme. Si on passe à l'inspection d'infrastructures, il y a un grand risque de collision entre les drones et les infrastructures. Il y a aussi un grand risque de mauvaise collecte de données. Si on passe à la sécurité de l'espace aérien, on peut citer le fameux protocole de coordination aérienne, du trafic aérien, le ADS-B. Donc s'il y a une attaque d'usurpation, il y a un grand risque de perturber la coordination du trafic aérien. Donc, ce qui entraîne par conséquence des risques de collision entre les avions. Notre thèse est le fruit de deux contributions. La première consiste à faire une étude analytique sur les limites des contre-mesures existantes, c'est-à-dire les contre-mesures classiques, face à une nouvelle attaque centralisée qu'on a nommée rafale de signaux usurpés. Par la suite, nous avons développé cette attaque pour qu'elle soit plus dangereuse face aux contre-mesures classiques. Et nous avons développé une version distribuée. Et par la suite, nous avons proposé en parallèle une solution distribuée face à cette attaque. On commence par la première contribution. Avant de commencer, il faut présenter la différence entre l'attaque classique et cette nouvelle attaque par rafale de signaux. Par la suite, on va présenter l'objectif de notre contribution et comment nous avons utilisé la théorie de détection pour prouver que les contre-mesures classiques ne peuvent pas détecter cette attaque. On commence par faire la différence entre les deux versions. On commence par la version classique de l'usurpation d'identité GPS. Dans ce cas, il y a une seule source d'attaque où l'attaquant utilise un seul PRN, c'est-à-dire il essaye d'imiter un seul satellite. Pour cette attaque, il existe plusieurs contre-mesures, telles que les contre-mesures à base de qualité de signal, à base de la puissance absolue, à base de la corrélation spatiale, etc. Nous nous intéressons sur les contre-mesures à base de la qualité de signal, et plus précisément le SINR et le C sur N0. Généralement, en absence d'usurpation, la valeur de qualité C sur N0, ou bien le SINR, se trouve dans un intervalle entre le min et le max. Cependant, lorsque les signaux d'usurpation sont présents, ils génèrent de l'interférence, ceci va diminuer automatiquement la qualité du signal, du GPS authentique, et par conséquent, la valeur de C sur N0 sera inférieure au seuil de détection. Dans ce cas, la contre-mesure, elle peut détecter la présence de l'attaque.
Dans la nouvelle attaque par rafale de signaux, il y a une seule source d'attaque parce qu'elle est centralisée. Mais dans ce cas, l'attaquant utilise plusieurs codes PRN, dont l'objectif est d'ajuster et contrôler la valeur, ou bien sa valeur de C sur 1, 0 au niveau du récepteur, afin de rester dans l'intervalle de confiance. Pour cela, l'attaquant va utiliser un bruit non corrélé dans la bande de GPS, ce qui augmentera la puissance totale du signal usurpé. Les conséquences désirées, bien sûr, pour l'attaquant, est de faire tomber les signaux authentiques hors fourchette. C'est-à-dire que les signaux usurpés restent dans la fourchette et les signaux authentiques des satellites légitimes seront hors fourchette. C'est ça l'objectif de l'attaque. Notre objectif est de prouver la faisabilité d'abord de l'attaque par rafale de signaux. Pour cela, il faut calculer le seuil de détection pour la contre-mesure ACNR et C sur 1, 0, afin d'évaluer le système de détection et trouver les zones de vulnérabilité pour lesquelles l'attaque est faisable. Pour cela, nous avons utilisé la théorie de détection. La théorie de détection moderne, elle est utilisée dans plusieurs domaines, tels que le radar, les communications, le traitement d'images, etc. Quelles sont les approches? Donc, il existe généralement plusieurs approches. On peut citer les plus connues, l'approche bayésienne, dans laquelle les hypothèses sont basées sur les croyances. La deuxième approche, basée sur le théorème de Neyman-Pearson. Dans ce cas, la probabilité est basée sur l'observation. Dans notre cas, nous avons choisi Neyman-Pearson. Pourquoi nous avons choisi une telle théorie? Parce que l'une des forces de l'approche de Neyman-Pearson est qu'elle permet d'ajuster le seuil de détection pour atteindre un équilibre entre la sensibilité et les risques de fausse alarme. Ceci va maximiser bien sûr la performance globale du système. Et elle offre aussi des outils mathématiques afin de trouver les zones de vulnérabilité ou bien les limites de la contre-mesure. La question qui se pose, comment appliquer cette théorie de détection dans le contexte du système GPS? Donc on passe à l'application. Le processus de détection et d'évaluation de Neyman-Pearson passera par 4 étapes. On commence par la première étape qui est l'identification des hypothèses. N'importe quel problème qui se base sur la prise de décision nécessite l'identification des hypothèses afin de formuler correctement le problème de détection, spécifier les différents scénarios possibles et élaborer des règles de décision et des critères de performance. Dans notre cas, nous souhaitons décider entre deux hypothèses. La première hypothèse, c'est l'acquisition d'un signal authentique, qui est représenté par H0. Et la deuxième hypothèse représente l'acquisition d'un signal usurpé. La deuxième étape consiste à estimer ou bien calculer les différentes valeurs de probabilité de détection, la probabilité de fausse alarme et le seuil de détection. Selon le théorème de Neyman-Pearson, il existe une relation étroite entre ces trois valeurs. Cette relation nous permettra par la suite de calculer le seuil de détection pour une meilleure performance du système. C'est-à-dire, dans le théorème de Neyman-Pearson, il faut fixer la valeur de probabilité de fausse alarme afin de calculer le seuil de détection et la probabilité de détection pour une meilleure performance. Ici, on va présenter la fonction de densité des signaux, attention, usurpés. Okay? Selon la technique de ACNR, il faut fixer, bien sûr, le seuil de détection. Dans ce cas, on peut distinguer entre deux zones. La zone qui se trouve à gauche, ce sont les signaux usurpés détectés par l'attaque ACNR. Cependant, la zone à droite représente les signaux usurpés loupés par la technique ACNR, c'est-à-dire la zone la plus dangereuse.
Si on passe à la fonction de densité des signaux authentiques, c'est-à-dire des signaux légitimes qui viennent des satellites, ce qui nous intéresse, c'est la zone qui se trouve à gauche, c'est-à-dire inférieure au seuil. Ce sont les signaux authentiques qui sont considérés comme usurpés, c'est-à-dire la zone de fausse alarme. Pardon. Donc, nous avons deux zones. La zone des signaux détectés, c'est-à-dire elle est utilisée pour calculer le seuil de détection. Et la zone des signaux authentiques considérés comme usurpés, elle est utilisée pour calculer la probabilité de fausse alarme. En calculant, bien sûr, l'intégrale de ces deux zones. On remarque que ces deux équations sont en relation avec la variance. Donc, dans ce cas, il faut calculer la variance des signaux authentiques et la variance des signaux usurpés. Pour cela, il faut calculer ou bien trouver le modèle mathématique d'un signal GPS en présence, attention, du signal usurpé. Le signal de sortie de l'intégrateur peut être simplifié en trois termes. Bien sûr, en absence de signal usurpé. On peut distinguer le signal désiré, c'est-à-dire le signal acquis, les interférences causées par les signaux authentiques et le bruit de gosse. Mais en présence du signal d'usurpation, un quatrième terme sera ajouté à l'équation initiale qui représente l'interférence causée par les signaux usurpés. En calculant la variance en utilisant le modèle précédent, nous avons pu calculer l'intégrale et par conséquent trouver le seuil de détection pour une meilleure performance du système en fixant la valeur de probabilité de fausse alarme à 0,01. La valeur calculée de SINR est égale à 12,58. Le plus important dans tout ça est le fait qu'on a trouvé une relation entre le SINR au niveau du récepteur et le total spoofing power, c'est-à-dire la puissance absolue des signaux usurpés. Cette relation est présentée par les deux équations suivantes. En traçant ces deux équations, donc on a tracé un diagramme qui fait la relation entre le TSP, comme nous l'avons dit, et le SINR. Ici, ce n'est pas la puissance absolue de chaque signal, mais c'est le total spoofing power. Donc, dans ce cas, en analysant ce diagramme, on peut trouver la zone de vulnérabilité qui est entre ces deux lignes, qui permet de tromper les contre-mesures à base de SINR, C sur 1,0 et la puissance absolue, et même le bruit de fond. Dans ce cas, chaque attaquant doit envoyer un signal qui se trouve entre la valeur moins 158 et moins 153 décibels. En utilisant 10 signaux usurpés, c'est-à-dire 10 PRN. Nous avons validé les résultats qu'on a trouvés en utilisant le NS3 et on a trouvé les mêmes formes de diagrammes, c'est-à-dire les mêmes valeurs, mais on a utilisé C sur 1,0 au lieu de SINR. L'objectif de spoofer est maintenir que le signal, ou bien la puissance du signal, comme nous l'avons dit, est minimum, ou bien inférieur à la puissance maximale. Et l'interférence causée par les signaux usurpés, c'est-à-dire le quatrième terme, ne devrait pas augmenter le bruit de fond. En même temps, le CS sur 1,0 doit être inférieur au seuil de détection. À la deuxième contribution, qui consiste à développer une version distribuée de l'attaque précédente, pour qu'elle soit plus dangereuse et qu'elle résiste contre les contre-mesures à base de corrélation spatiale. En parallèle, nous avons développé une solution afin d'empêcher la nouvelle attaque distribuée. Donc, notre plan commence par faire une petite description de la nouvelle attaque. Par la suite, on va présenter les limites des contre-mesures centralisées existantes face à cette nouvelle attaque distribuée.
Par la suite, on va présenter notre mécanisme de détection et comment on a inspiré cette solution. Par la suite, nous avons rajouté un modèle de confiance afin d'empêcher les attaques de bad mouthing. Enfin, les résultats de notre solution ont été présentés. Et enfin, on va présenter les avantages de notre solution. Cette nouvelle attaque distribuée, donc on va utiliser plusieurs drones malveillantes afin de tromper un sous-ensemble de drones authentiques dans un réseau Finet. Cette attaque, elle est à la fois distribuée et à la fois elle utilise une rafale de signaux. Donc l'utilisation d'une attaque distribuée va générer des signaux avec différentes signatures. Par conséquent, il est impossible d'utiliser des techniques à base de signatures spatiales, telles que par exemple l'angle d'arrivée, etc. En même temps, en utilisant une rafale de signaux, parce qu'il y a plusieurs signaux qui ont été envoyés à la fois, ce qui augmente le bruit afin de tromper la valeur de C sur 1, 0 et faire tomber la valeur de C sur 1, 0 des signaux authentiques. Ce qui rend, comme nous l'avons déjà prouvé dans la première contribution, ce qui rend plus difficile d'utiliser des techniques à base de qualité du signal et la puissance absolue, etc. Donc une solution distribuée est nécessaire pour faire face à une telle attaque. Maintenant on passe à notre système de détection. Donc notre politique de sécurité s'inspire des techniques d'investigation utilisées dans les enquêtes de cambriolage. Dans une scène de cambriolage ou bien d'attentat, on peut distinguer entre trois types d'acteurs. Bien sûr, on a la victime, on a les témoins actifs qui possèdent un moyen ou bien un mécanisme de détection directe. Donc ils ont été proches de la scène de l'attaque. On peut distinguer aussi les témoins passifs, qui n'ont pas la certitude concernant l'attaque, mais ils ont entendu un bruit, c'est tout. Cette incertitude, elle pourra être confirmée par la suite par un témoin actif ou bien par plusieurs témoins actifs. En appliquant le scénario de cambriolage dans le réseau Finet, on peut distinguer entre trois types d'UAV. On commence par la cible, ou bien les cibles potentielles. Ce sont des UAV qui se trouvent dans la zone ciblée par l'attaquant. Les témoins actifs, bien sûr, comme nous l'avons déjà mentionné, doivent être dotés d'un mécanisme de détection directe. Le problème, c'est quel mécanisme on doit adopter pour les témoins actifs. Dans notre cas, nous avons utilisé la puissance absolue. Pourquoi ce choix? Donc, si le signal est envoyé par le satellite, qui se trouve bien sûr à une grande distance par rapport à la cible, la puissance absolue reçue par les UAV ne changera pas, même avec une grande distance. Par exemple, avec un déplacement de 16 000 km, la puissance absolue au niveau d'un récepteur changera avec seulement 7 décibels watts. Cependant, si le signal est envoyé par un UAV malveillant, bien sûr qui se trouve à une petite distance par rapport à la cible, avec un petit changement ou bien avec un petit déplacement de juste 620 mètres, on peut arriver à une différence de 7 décibels watts. Donc, on voit la différence entre 16 000 km et 620. Donc, on va utiliser cette caractéristique afin que les témoins, d'aider les UAV qui se trouvent entre l'UAV et la cible afin de détecter l'attaque, c'est-à-dire que la puissance absolue, bien sûr, elle devra être supérieure à la puissance max. Le troisième type d'UAV, ce sont les témoins passifs. Ce sont des UAV
qui sont dotés d'un mécanisme juste pour entendre de bruit. Donc, ils ne peuvent pas détecter à 100% la présence d'attaquants. Ils ont juste entendu un bruit. Voici quelques scénarios possibles afin de présenter notre politique de sécurité. Donc, comme nous l'avons déjà dit, nous avons ici les témoins actifs qui se trouvent entre l'attaquant et la cible. Les témoins actifs, donc, ils vont détecter que la puissance absolue est supérieure à la puissance max. Par conséquent, ils vont envoyer un paquet de détection aux différents voisins. En même temps, on a ici les témoins passifs qui sont à une distance plus grande pour détecter la puissance absolue. Okay? Mais ils ont entendu un bruit, c'est-à-dire que la valeur de C sur 1, 0 est inférieure à la valeur minimale. Donc, dans ce cas, donc, comme nous l'avons déjà dit, le témoin actif il a envoyé un message de détection. Par conséquent, les témoins passifs, ils vont confirmer l'attaque en envoyant par la suite un message de confirmation qui sera acheminé. Donc, contrairement au paquet de détection qui sera envoyé à un seul voisin. Ok. Donc, voici l'exemple d'acheminement. Donc, on a le témoin actif. Donc, il a détecté le signal usurpé. Il va envoyer le signal au témoin passif qui va envoyer un paquet d'évidence ou bien de confirmation aux UAV qui sera acheminé. Okay. Nous avons utilisé une valeur de TTL afin de ne pas inonder le réseau. Okay. Si par exemple nous n'avons pas un témoin actif, dans ce cas le témoin passif donc, va décrémenter un compteur pour voir si le signal d'usurpation est permanent ou non. Okay. Si le signal est permanent, donc il va envoyer un paquet de doute. Il va dire « Oh, c'est trop ». Donc voici les trois scénarios, ou bien les trois schémas qu'on va utiliser dans notre mécanisme de détection. Okay. Bien sûr, notre système donc, présentera quelques limites. Si par exemple la victime n'appartient pas à la portée des témoins, okay. Si par exemple la valeur de TTL est égale à 0 avant d'arriver à la victime. Maintenant, on passe au modèle de confiance qui permet d'améliorer bien sûr la qualité de notre système de détection et de révocation. Donc, généralement, le modèle de confiance est conçu principalement pour donner une certitude aux différents paquets reçus par l'UAV victime, qui appartient à la liste des victimes potentielles. Notre système de détection repose sur l'utilisation de deux modèles de confiance distincts. L'un est utilisé pour les UAV témoins, et l'autre est utilisé pour les satellites. On commence par le modèle de confiance pour les témoins. Donc, dans notre cas, nous avons utilisé la distribution bêta, qui prend deux paramètres, A et B. Généralement, la distribution bêta est utilisée pour modéliser la réputation dans un contexte dans lequel nous avons déjà des informations sur l'historique des actions passées, afin de prédire la probabilité que la prochaine action soit bonne, en utilisant l'équation statistique d'expectation. Dans notre cas, les bonnes et les mauvaises interactions ont été modélisées comme étant la transmission ou bien la suppression des paquets de preuves qui ont été normalement acheminés. Si on passe au modèle de confiance pour les satellites, nous avons utilisé dans notre cas le modèle à base de Weibull Distribution qui prend deux paramètres K et lambda. Okay. Afin de prouver l'amélioration apportée par le schéma coopératif et l'impact de mécanismes de confiance,
Une comparaison entre les trois scénarios suivants ont été analysés. Donc on commence par la détection centralisée en utilisant seulement la puissance absolue. Par la suite, on va analyser notre schéma uniquement à base de la scène de cambriolage sans l'utilisation de modèle de confiance. Et enfin, on va analyser notre système complet. Si on fait la comparaison entre les différentes solutions dans la probabilité de détection, on peut constater que notre solution à base de système coopératif inspiré de la scène de cambriolage a bien amélioré la probabilité de détection par rapport à la version centralisée. Cependant, l'utilisation d'un modèle de confiance n'a aucune amélioration par rapport à la solution coopérative. Son impact, par contre, est bien évident dans l'amélioration de la probabilité de fausse alarme. On peut constater que l'utilisation d'un modèle de confiance permet de diminuer la probabilité de fausse alarme par rapport à la version coopérative sans le modèle de confiance. Dans le cas de la solution centralisée, comme nous l'avons déjà prouvé dans la première contribution, est presque nulle. Dans cette figure, on peut constater que la précision de notre solution collaborative est plus grande par rapport aux autres solutions. Cependant, cette précision est influencée par le nombre de UAV malveillants. C'est un exemple. Si le nombre de UAV malveillants est 10%, donc la précision elle est plus grande. Si le nombre de malicieux, donc bien les UAV malveillants est plus grand, donc la précision va être diminuée. Ceci est dû principalement de l'attaque de Bad Mouthing Attack, ainsi que Black Hole Attack, afin de ne pas acheminer les paquets d'évidence. Enfin, nous avons fait une petite comparaison entre notre solution et des solutions qui ont été utilisées pour les attaques de GPS spoofing dans les réseaux Farnet. Enfin, on passe aux avantages d'utilisation d'une technique inspirée du monde réel. L'utilisation du concept du monde réel, comme la coopération de quartier pour la sécurité, facilite d'abord la compréhension et l'acceptation de cette technique par les utilisateurs et, bien évidemment, les opérateurs du réseau Farnet. Les avantages qu'on peut extraire, donc, on commence par l'adaptabilité au réseau mobile. Les rôles des acteurs peuvent être changés, comme nous l'avons déjà mentionné, en fonction de la situation. Par exemple, un UAV peut passer d'un rôle de simple participant à un rôle de témoin actif ou bien passif, en fonction de leur proximité par rapport à la victime potentielle. Cette flexibilité est essentielle pour s'adapter à la sécurité des réseaux mobiles en constante évolution. La réduction du fausse positif. L'utilisation de témoins actifs ou passifs permet de réduire les fausses alarmes. Les témoins passifs nous donnent des informations qu'une fois confirmées par d'autres témoins actifs, garantit une grande crédibilité, ce qui garantit bien sûr une grande crédibilité des signalements. Donc, optimisation de l'énergie. Par rapport à une surveillance constante, comme le ferait un chien de garde, l'approche de témoignage distribué réduit la consommation d'énergie, ce qui est essentiel dans les réseaux Farnet où les ressources énergétiques sont limitées. Le quatrième point est la perspective élargie. En rassemblant des informations de multiples ressources, ou bien sources, les témoins actifs et passifs, etc., on obtient une perspective plus large et complète de la situation, ce qui augmente les chances de détecter une attaque d'usurpation GPS collaborative. Enfin, la réduction des vulnérabilités locales, contrairement aux contre-mesures locales qui ne peuvent détecter que les signaux d'usurpation spatialement corrélés. Cette approche est plus robuste,
contre les attaques où les signaux proviennent de différentes sources. Merci pour votre attention.